Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue en ce vendredi dans la matinale d'Info 2 Public Sénat avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France, les Indes radios, 130 radios indépendantes qui sont nos partenaires sur tout le territoire français et avec TV5 Monde. Deux parties dans cette matinale, le JT des territoires dans un instant suivi du Club de la presse, après c'est la météo et enfin à 8h c'est l'invité politique de Territoire d'Info. Vous savez c'est la grande interview politique, la première des matinales télé le matin, donc c'est Yannick Jadot, député européen, membre d'Europe Écologie Les Verts qui sera en direct sur ce plateau. Tout de suite, c'est le JT des territoires. Je vous y retrouve dans un instant. On commence ce journal par un nouveau dispositif pour sortir du RSA en Essonne. Le département innove pour lutter contre le chômage avec la création d'un pack sortie RSA pour soutenir les personnes qui veulent trouver un emploi en leur assurant le minimum financier pendant leur transition sociale. Avec l'Oise qui a mis en place une prime de retour à l'emploi, l'Essonne est pionnier dans ce genre de dispositif. Un reportage de Yamina Bendaïda de Via Grand Paris. Un pack sortie RSA, c'est l'idée du département et des partenaires sociaux de l'Essonne. Son objectif est simple, renforcer l'accompagnement vers l'emploi et surtout maintenir une aide financière. Parmi les aides possibles, 75 € pour l'utilisation des transports pendant 2 mois maximum, 100 € pour la vie quotidienne pendant 3 mois maximum et 150 € pour la garde d'enfants pendant 6 mois maximum. Ce pack sortie RSA, c'est le petit coup de pouce pour aider des bénéficiaires au travers de la garde d'enfants, du transport, de l'habillement, de la mutuelle santé, tout simplement pour que la reprise d'un emploi ne coûte pas plus cher que de rester au RSA. Pascal est bénéficiaire du RSA. Il vit chez sa mère, retraitée. Et malgré un emploi qu'il exerce à temps partiel, il n'envisage pas aujourd'hui de se passer de son allocation. C'est moi qui ai décidé de prendre à ma charge la facture téléphonique pour pouvoir avoir Internet. Et donc, je n'aurais pas pu le faire si je n'avais pas le RSA. Pour payer un abonnement Internet, pour m'acheter un mini-ordinateur, pour pouvoir faire pas mal de démarches par Internet et ordinateur. Prendre le risque de perdre tous ces avantages serait une des raisons poussant beaucoup de bénéficiaires du RSA à refuser une offre d'emploi. Quand on retravaille, il n'y a plus le bénéfice du transport. Et si les personnes, pour aller travailler, ils sont obligés d'aller à Paris, donc de se prendre une carte orange à 100 €, déjà, je ne sais plus combien c'est, 90 ou 100 €, déjà, il y a 100 € qui viennent gréver le salaire. Pour l'instant, seules 150 personnes pourront profiter du pack sortie RSA. Une sélection doit donc s'effectuer. Et afin de bénéficier de cette aide, 3 conditions sont nécessaires. Avoir un contrat d'engagement, être en recherche active d'un emploi ou présenter par exemple un projet professionnel. Enfin, le demandeur devra obligatoirement se diriger vers une activité salariale. Une formation pour comprendre la radicalisation. L'initiative a été proposée à une quinzaine de personnes de cette commune de l'Aube. Souvent en contact de la population, ces agents de mairie et ces animateurs jeunesse pourront ainsi avoir la possibilité de repérer un individu radicalisé. Une cellule de suivi sera ensuite constituée pour faire un point sur une situation si nécessaire. Flavien Léger pour Canal 32. Vous avez vu hier que l'embrigadement, il est idéologique, relationnel, émotionnel, et c'est toutes ces dimensions sur lesquelles il va falloir travailler. Définir la radicalisation, comprendre son processus et repérer un individu radicalisé, voilà les objectifs de cette formation de 2 jours. C'est à l'espace jeune de la Chapelle-Saint-Luc qu'une quinzaine de personnels des services de la commune a été formée. L'objectif de la formation, avant tout, c'est de bien séquencer les comportements religieux qui n'ont aucune difficulté à pouvoir se pratiquer sur le territoire français, et les comportements de rupture qui finalement vont se couper petit à petit de la société. Et dans un premier temps, on s'exclut de la société et derrière, le discours vous propose de partir en Syrie, ou alors, puisque c'est plus possible aujourd'hui, de passer à l'acte sur le territoire face à un monde corrompu qui finalement exerce un complot contre les musulmans partout dans le monde. C'est comme ça que les choses sont présentées par le discours radical. Les personnes formées sont des animateurs jeunesse, employés de mairie. Chaque jour, ils sont au contact des chapelains.
Pour la commune, cette formation est préventive face à ce phénomène sociétal. Sur le terrain, je dirais qu'on n'a pas de véritables indicateurs qui nous donnent plus qu'ailleurs une tendance à la radicalisation. On a des jeunes en mal d'identité, ça il faut le savoir, et qui pourraient être victimes justement de recrutement de mouvements radicaux. Et donc, il est important pour nous de travailler sur le terrain pour éviter ce genre de choses. Erika est responsable du service État civil, élection, accueil à la mairie de la Chapelle-Saint-Luc. 5 agents travaillent avec elle. Elle a souhaité suivre cette formation. Disons qu'elle me semble utile dans la mesure où c'est un phénomène dont on a tous entendu largement parler, que ce soit à la télévision, à la radio, dans les journaux. C'est quelque chose qui est prégnant dans la société depuis quelques années. Et moi, j'avais envie d'avoir un peu des clés pour arriver à comprendre mieux comment un public essentiellement jeune, mais pas seulement, en arrive à se radicaliser, en arrive à se retourner contre des innocents, contre son propre pays. Pourquoi ce phénomène et surtout comment c'est si facile actuellement ? Après cette formation, une cellule de suivi avec ses 15 référents et des élus sera mise en place. L'idée, se réunir pour faire un point sur la situation dès que cela est nécessaire. Incroyable, l'actualité en Gironde, c'est celui qu'on appelle le serial creveur de pneus qui a été mis sous bracelet électronique en attendant son procès en mai prochain. Cet homme de 45 ans au profil atypique a reconnu avoir crevé les pneus de 6000 véhicules depuis 2011 dans l'agglomération bordelaise. Pour se faire remarquer et se venger de la société, a-t-il déclaré pendant sa garde à vue. Il a été interpellé dans la nuit de mardi à mercredi au terme d'une longue enquête de fourmis. Dominique Parmentier pour TV7 en Gironde, la chaîne du groupe Sud-Ouest, nous raconte cette histoire. Tout a commencé il y a 6 ans et demi, en février 2011, le jour où, trouvant par terre un poinçon, l'homme alors âgé de 39 ans se mit à crever systématiquement les 2 pneus des voitures, toujours côté trottoir, selon un calendrier bien établi et de façon très méthodique. Il avait un petit carnet sur lequel il notait les opérations réalisées et les opérations à venir. Il découpait l'agglomération bordelaise en zones et puis il agissait toujours de la même façon, entre 2h et 5h du matin, dans des rues où il n'y avait pas de caméra, où il savait qu'il n'y avait pas de caméra, donc ça voulait dire quand même qu'il avait prémédité ses sorties nocturnes. Les premières constatations ont été faites en décembre 2014 suite à de nombreuses plaintes, mais la traque a véritablement commencé en 2016, jour et nuit, jusqu'à son interpellation dans la nuit du 22 novembre, devant son domicile, avec son poinçon, prêt à sévir de nouveau. C'est vrai qu'il a reconnu les faits, il a reconnu 6000 victimes. Nous, à notre niveau, on en a 1100. Donc il y a encore un gros travail qui va être fait par les policiers. Une personnalité vraiment atypique. Le psychiatre décrit comme ayant une personnalité obsessionnelle et solitaire. Alors il parle beaucoup et il veut effectivement qu'on l'écoute, il veut crier sa souffrance, il dit qu'il a été maltraité pendant son enfance, qu'on ne l'a pas entendu, et donc il veut se venger de la société, dans laquelle pourtant il est parfaitement intégré. Poursuivi pour dégradation de biens appartenant à autrui, il a été placé sous contrôle judiciaire en attendant sa comparution devant le tribunal correctionnel le 18 mai prochain. Il risque 2 ans d'emprisonnement, 300 000 € d'amende et bien sûr le dédommagement de toutes les victimes. Comment reconnaître les virus de demain? Comment prévenir et contrer les cyberattaques? À Nancy, des chercheurs de l'INRIA, l'Institut national de recherche dédié au numérique, planchent sur ces questions depuis 2010. Ils travaillent dans un laboratoire hautement sécurisé et pour cause, ils y mènent des expérimentations à grande échelle, capture de virus ou analyse de cyberattaques. Leur objectif, c'est d'apporter des solutions permettant de sécuriser les activités et les échanges sur l'Internet. Explication de Gaël Tiss pour Mirabel TV. C'est dans un local confiné et hyper sécurisé, totalement indépendant de tout autre réseau électrique ou informatique, que les chercheurs de l'INRIA étudient l'activité du net. Sur cet écran, par exemple, 4000 adresses IP sont surveillées, des adresses qui peuvent être l'objet d'événements plus ou moins malveillants. On va observer, collecter des données. L'objectif pour nous étant d'observer tous les signaux faibles, c'est-à-dire tout ce qui se passe avant ou au début d'une attaque, afin de les détecter au plus tôt et idéalement de les prédire. Dans un même temps, on arrive à capturer des virus et on a un cluster de machines, c'est-à-dire un endroit, une espèce d'éprouvette dans lequel on peut exécuter ces virus
tout en étant sûr qu'ils ne vont pas se propager sur Internet, et ainsi pouvoir exactement comprendre comment ils fonctionnent, comment ils se propagent, et définir des nouveaux mécanismes de protection et des nouveaux antivirus. Anticiper des cyberattaques et reconnaître les virus de demain dans un monde de plus en plus connecté où les données numérisées sont de plus en plus nombreuses et confidentielles, sécuriser l'activité du web est devenu un enjeu très important. On est dans un monde de plus en plus connecté, donc il y a de plus en plus de cibles potentielles pour ces attaques. Les cyberattaques sont très variées, il y a un peu de tout. Dernièrement, on entend beaucoup parler des ransomware, c'est-à-dire des virus qui vont affecter votre ordinateur, crypter vos données pour les prendre en otage et vous les redonner que suite au paiement d'une rançon. Après, on retrouve les attaques un peu plus classiques, qui sont ce qu'on va appeler beaucoup de déni de service. C'est-à-dire qu'on va essayer d'écrouler une ressource, un serveur web par exemple, sous les requêtes pour qu'il ne puisse plus répondre aux requêtes légitimes. Et c'est bien pour contrer ces prises d'otages ou ces paralysies informatiques que l'INRIA met ensuite le résultat de ses recherches au service d'entreprises ou de start-up qui pourront à leur tour développer ou commercialiser, antivirus ou cryptographie dernière génération, des solutions toujours plus innovantes en matière de cybersécurité. Direction Le Gard, à Codognan, où des cuves de la première cave 4.0 sortiront de terre en juin. À l'initiative de cet ambitieux projet, le caveau d'Héraclès, la société coopérative agricole entend faire travailler 500 personnes à partir du mois de juin. Des employés qui bénéficieront de toutes les dernières technologies existantes. Cela permettra de récolter des données jusqu'alors mesurées manuellement. Mais si la technologie est l'un des atouts du site, le projet se veut aussi respectueux de l'environnement. Laurie Chamerla pour Via Occitanie TV Sud. Bientôt une cave 4.0 dans le Gard. À l'initiative de cet ambitieux projet, le caveau d'Héraclès, la société coopérative agricole entend faire travailler 500 personnes à partir du mois de juin. Des employés qui bénéficieront des toutes dernières technologies existantes. Nous envisageons de faire une cave 4.0, c'est-à-dire une cave connectée. Une cave où on aura beaucoup de capteurs qui vont nous donner des tas d'informations. Cela permettra de récolter des données jusqu'alors mesurées manuellement. Mais si la technologie est l'un des atouts du site, le projet se veut respectueux de l'environnement. Il accueillera le plus grand vignoble bio en France, en partie installé sur la zone minérale de la source Perrier. Toutes les machines vont être optimisées pour consommer moins d'électricité, etc. Et on est même en train de donner l'attribution d'un panneau de la toiture en panneau photovoltaïque. J'ai vu tellement de caves fermer ou disparaître que je me dis que là, il y a un vrai espoir et une vraie dynamique grâce au bio. Des espoirs qui se traduisent par des possibilités d'extension. À terme, 120 000 hectolitres pourront être vinifiés contre 75 000 lors du lancement. Direction les Vosges maintenant pour une initiative de sensibilisation aux questions de l'environnement. Près de 9 km de haies doivent être plantées dans le département cet automne. C'est l'opération Planter des haies qui s'adresse aussi bien aux particuliers, aux exploitants agricoles, aux collectivités et aux associations. Des haies champêtres présentées comme précieuses et nécessaires pour la biodiversité, la protection du bétail et les limitations du ruissellement. Exemple sur une exploitation agricole à Noroy-sur-Ver, près de Vittel. Stéphanie Renaud pour Vosges Télévisions s'y est rendue. On prend des arbres, des jeunes arbres, et on fait un trou, on met l'arbre et on remet de la terre. Et après on tape avec un peu ses pieds mais pas sur l'arbre. L'opération s'adresse aussi bien aux particuliers, aux exploitants agricoles, aux collectivités, aux associations. Le conseil départemental avait lancé un appel à projet au printemps dernier et une trentaine de candidats ont été retenus. Alors comme ici à Noroy-sur-Ver, près de Vittel, près de 9 km de haies doivent être plantées dans les Vosges cet automne. Des haies champêtres présentées comme précieuses et nécessaires pour la biodiversité, mais pas seulement. Allez, mets ton pied là. Moi je vais préparer une plus fort. On est sur un endroit ici où on a réapporté de la terre, parce que suite à de grandes pluies, on a de la terre qui est descendue, on voit le bâtiment qui est derrière. On avait 1 mètre de terre au niveau du bâtiment. Uniquement parce que toute la partie du dessus est totalement déboisée et l'eau ruisselle et ramène la terre. C'est une opération très importante parce qu'il y a de nombreuses années, les haies, on les arrachait. Or maintenant, on les replante, mais en choisissant des espèces mellifères, par exemple, parce qu'en même temps, on traite le problème de la disparition des abeilles. On parle de biodiversité, de paysage, et je crois que les enfants, d'ailleurs, dans toutes leurs activités aujourd'hui, ont découvert ou ont travaillé sur ces différents domaines. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le message est passé. C'est vraiment pour protéger les animaux, au vent et au soleil, s'il fait trop chaud. Et ça sert à limiter pour
pour que le vent il passe pas trop. Et l'on mettra 10 sur 10 pour cet interro surprise. Les partenaires de l'opération, eux, sont multiples. Le département, on l'a dit, mais également la Fédération des chasseurs, la Chambre d'agriculture et l'Éducation nationale, pour ne citer que. 17 écoles comme celle d'Imont, très actives sur ces images, participeront au projet, soit près de 1000 élèves qui sensibiliseront à leur tour leurs parents. Rien d'étonnant donc à ce que cette opération Plan TD soit reconduite en 2018. Le prochain appel à projet devrait être lancé en février. Voilà, le JT des territoires préparé par Soumaya Benaïssa se poursuit. Dans un instant, c'est le club de la presse, puis la météo, et puis notre invité politique à 8h en direct sur ce plateau. Comme chaque jour, c'est Yannick Jadot, le député européen, membre d'Europe Écologie Les Verts. Ce sera à 8h dans Territoire d'Info. Tout de suite, c'est la une de vos journaux en région. On les regarde ensemble. On prolonge cette revue de presse par les unes de la presse quotidienne régionale. On commence par Le Parisien. Et oui, c'est un journal de la PQR. Il titre aujourd'hui sur le Mondial 2018. Tout commence aujourd'hui. C'est cet après-midi à Moscou, au Kremlin, que se déroulera le tirage au sort du Mondial 2018. Pour les Bleus, le début d'une compétition où ils figurent parmi les favoris, vous le savez. Pour le journal du Centre, c'est les maires inquiets avec une photo à la une. On va progressivement vous aider à vous en passer. Il s'agit de la taxe d'habitation. Pour le Midi Libre, dont la rédaction est dirigée par Philippe Pallat, nos villes sont-elles vraiment si sales? Les habitants ont un sentiment de saleté partout sur le territoire. Pourtant, le nettoyage est une priorité des maires. C'est une enquête du Midi Libre. Nos villes sont-elles vraiment si sales? Pour le Télégramme de Brest, dont la direction de l'information est assurée par Hubert Coudurier, un régulier de cette matinale d'info, dépendance, les places sont chères. Selon une étude récente, il y a en moyenne un lit disponible en EHPAD pour 6 personnes âgées de plus de 80 ans en France. C'est une enquête du Télégramme aujourd'hui. Pour la République des Pyrénées, survivant, Jean vit avec le sida depuis 30 ans, c'est la journée mondiale. Aujourd'hui, et le palois Jean Gibert, qui vit avec la maladie depuis 1986, raconte dans la République des Pyrénées son combat et son quotidien. Pour Presse Océan, un des journaux de la presse quotidienne régionale du groupe Ouest France, c'est ces écoles qui luttent contre le décrochage. Et c'est évidemment en Loire-Atlantique de nombreuses initiatives qui limitent le décrochage scolaire, comme le lycée de la Nouvelle Chance à Nantes, à la une de Presse Océan. Pour la Provence, c'est Tian à l'heure des comptes. C'est Dominique Tian, le premier adjoint du maire de Marseille, qui est à la une. Il est jugé aujourd'hui par le tribunal de Paris pour blanchiment de fraude fiscale dans le viseur de la justice. 2 millions d'euros sur un compte en Suisse et un hôtel de luxe en Belgique ne figurant pas dans sa déclaration de patrimoine. Tian à l'heure des comptes à la une de la Provence. Pour La Montagne et le groupe Centre-France, dont les rédactions sont coordonnées par Olivier Bonichon, c'est avis de grand froid sur l'Auvergne, et notamment dans le Puy-de-Dôme, où la météo devient maintenant plus proche du -2 que du 0. C'est à la une de La Montagne et de l'édition Clermont Métropole. Pour Paris-Normandie, progrès de Fécamp, c'est l'excellence fécampoise qui est classée aujourd'hui, qui est à la une, puisque la ville donc est classée parmi les stations de tourisme les plus performantes à la une de Paris-Normandie. Et puis, bon anniversaire, les dernières nouvelles d'Alsace, les DNA, elles ont 140 ans aujourd'hui, avec une une spéciale pour ce grand journal qui a été, il faut le rappeler, le pionnier du numérique en 1992. Et oui, déjà, les dernières nouvelles d'Alsace, 140 ans aujourd'hui. Bon anniversaire à sa rédaction et à Dominique Young, son directeur de la rédaction. Voilà, Club de la Presse, Samuel Ribaud, bonjour, l'agence Ockel de Presse, qui travaille pour la presse quotidienne régionale. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Et Philippe Mirkovic, de Ouest France, le premier quotidien français de presse quotidienne régionale, mais tout court aussi. Premier quotidien français. Merci Philippe Mirkovic d'être sur ce plateau. Avec vous, Samuel Ribaud, nous allons parler de la Nouvelle-Calédonie. Vous êtes un spécialiste sur ce plateau régulier de la Nouvelle-Calédonie. Vous venez nous en parler chaque fois. Nous allons parler de ce voyage à haut risque du Premier ministre sur le Caillou, comme on l'appelle. Il arrive le 2 décembre à Nouméa. Demain, vous avez obtenu une interview exclusive du Premier ministre. On va en parler dans un instant. Puis avec vous, Philippe Mirkovic, depuis quelques jours déjà, de nombreuses villes sont habillées de lumière pour les fêtes. Et Ouest France est allé à la rencontre de Leblanc Illumination. C'est une société installée au Mans qui est le leader de ce marché. On y reviendra tout à l'heure. Alors Samuel Ribaud, le Premier ministre, arrive le 2 décembre sur le Caillou, je viens de le dire. Référendum à haut risque, selon beaucoup d'observateurs, notamment de la presse quotidienne régionale ce matin. Il faut le dire, sur fond de référendum. Et vous avez obtenu, pour l'agence locale de presse, une interview exclusive du Premier ministre. Ce qui m'intéresse, c'est que vous a-t-il dit précisément sur ce référendum? Quelle sera la question posée? Est-ce qu'on la connaît? Alors, on n'en connaît pas les contours précis
en termes de rédaction, mais de toute façon, la question est fixée par l'accord de Nouméa et elle concernera l'accession à la pleine souveraineté. L'accession à la pleine souveraineté, pour faire court, c'est le transfert des dernières compétences dont dispose encore l'État, qui sont les compétences régaliennes, donc défense, justice, monnaie. Notamment. Si vous voulez, les contours de la question, ils sont plus politiques que techniques. Comment est-ce qu'on pose cette question? Comment est-ce qu'on fait en sorte qu'elle ne soit pas vexante pour le camp qui perdra? Voilà. Et puis ça fait partie aussi du folklore, je dirais, autour du référendum, que de s'arrêter sur la question. Mais au fond, on sait très bien qu'on va parler d'indépendance ou de maintien dans la France. J'allais vous poser la question, où en est-on de l'indépendance association? Ce concept érigé par Michel Rocard, à l'époque à Matignon, qui avait réuni les leaders de la Nouvelle-Calédonie pour discuter. Et au fond, ça s'était terminé plus paisiblement qu'on avait pensé au départ. Ah oui, puisque c'était sur fond de guerre civile quasiment. Donc c'est vrai que ça s'était terminé d'une manière assez inattendue. Où en est-on aujourd'hui? Je le répète, la Nouvelle-Calédonie a un statut d'autonomie extrêmement poussé, probablement le plus poussé au sein de la République française. Statut spécial obtenu donc en 98 par l'accord de Nouméa. Oui. Il existe donc un gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, on ne sait pas assez, mais aussi un congrès, un Sénat coutumier. Qu'est-ce que c'est le Sénat coutumier? Et un Conseil économique et social et environnemental. Exactement. Alors le Sénat coutumier, qui est probablement l'institution qui vous intrigue le plus. Oui, enfin, la terminologie déjà. Voilà, réunit l'ensemble des responsables coutumiers, donc Kanak de Nouvelle-Calédonie. Il faut savoir que la coutume, l'organisation de la société telle que régie par la coutume est extrêmement importante, même si elle plie sous les coups de boutoir de la modernisation et de l'occidentalisation du territoire. Mais il est très important de les réunir. Ça permet de diffuser des messages, ça permet de maintenir la culture kanak au sein de la Nouvelle-Calédonie, ce qui est d'ailleurs au cœur de l'accord de Nouméa. Donc c'est pas forcément l'institution croupion qu'on pourrait imaginer. Oui, mais alors il y a beaucoup d'empilation là. Est-ce que ça rend pas le système un peu inefficace, ou est-ce qu'il coûte pas très cher, Congrès, Sénat coutumier, Conseil économique, social et environnemental, et puis un haut commissaire de la République qui est toujours là. Oui, mais j'ai envie de vous dire qu'on empile aussi les structures et les collectivités en France. Si vous prenez une région, à l'intérieur, vous avez une métropole, une communauté de communes, un conseil départemental, un conseil régional, une préfecture. Donc finalement, c'est pas très différent. Le Haut-Commissariat, l'appellation est particulière à l'outre-mer, mais c'est le représentant de l'État. C'est un préfet. Voilà, c'est un préfet, avec évidemment une responsabilité différente par rapport au processus en cours. Le voyage du Premier ministre, alors pourquoi dit-on qu'il est à haut risque, notamment dans la presse quotidienne régionale ce matin? Je ne sais pas si on peut dire qu'il est à haut risque. Ce qui est certain, c'est que Édouard Philippe a réussi l'examen de passage du comité des signataires qui s'est tenu au début du mois de novembre. Voilà, il a arraché un accord sur les listes électorales, qui était un point de crispation essentiel. On voit les images de cet accord, entre guillemets, de Matignon derrière vous. Voilà, donc c'était quelque chose de très important, et il a passé l'écueil de manière assez brillante, en retroussant les manches de sa chemise, comme l'avait fait Michel Rocard en son temps. Emmanuel Macron n'est pas du tout intervenu là-dedans? Si, Emmanuel Macron a déjà posé les jalons de sa pratique personnelle en recevant l'ensemble des participants le lundi qui précédait le comité des signataires. Habituellement, on les recevait pour un cocktail. Là, ils ont bossé 3 heures et ils ont compris que la méthode Macron était assez différente. Alors, la Calédonie a été épinglée par une ONG, Oxfam pour la nommer, parmi 35 paradis fiscaux comme les Bermudes, Jersey, le Vanuatu. Alors, ça c'est nouveau parce que la Nouvelle-Calédonie, c'est la France. La France est un paradis fiscal? On ne peut pas vraiment dire ça, mais la Nouvelle-Calédonie dispose d'un statut d'autonomie fiscale. Et Oxfam a anticipé le travail qui est fait actuellement par l'Union européenne et a passé au crible un certain nombre de territoires. Il se trouve que la Nouvelle-Calédonie ne satisfait pas à quelques critères de transparence, comme l'échange automatique des données. Et, ça suffit à être classé dans une zone grise alors? Voilà, l'adhésion au précepte de l'OCDE, mais on nous fait savoir du côté du gouvernement calédonien que tout sera fait pour remédier à cette situation. Merci Samuel Rigaud, une interview exclusive du Premier ministre pour l'agence locale de presse, qui travaille pour la presse quotidienne régionale, notamment apparaître dans les Nouvelles-Calédoniennes. Oui, dès demain. Philippe Mirkovic, bonjour. Depuis quelques jours déjà, de nombreuses villes, évidemment, sont habillées de lumière pour les fêtes de Noël notamment. Ouest France est allée à la rencontre de Leblanc Illumination. C'est une société installée au Mans. Elle est leader sur ce marché.
Absolument. En fait, évidemment, c'est indissociable des fêtes de fin d'année, hein, les illuminations qui ont été lancées effectivement dans beaucoup de villes, mais encore ce week-end d'ailleurs, hein, dans certaines qui vont démarrer. Et le Blanc Illumination, est une société qui est donc basée dans la Sarthe et qui est leader dans ce secteur et qui innove depuis 60 ans hein, pour faire scintiller les villes à l'occasion de Noël. Les chiffres sont assez spectaculaires puisqu'elle illumine plus de 10 000 villes hein, dans 40 pays différents. Donc c'est vraiment les grandes capitales notamment. Les grandes capitales. Alors c'est beaucoup de villes européennes évidemment, en France et ailleurs, mais aussi aux États-Unis, en Russie, donc au Canada. Donc c'est vraiment une entreprise qui a su. Les Sartois qui illuminent le monde, c'est la une. Absolument, c'est ça. Ouais. Alors c'est une entreprise qui est basée au Mans, elle dispose d'un grand bâtiment dans lequel elle conçoit et elle fabrique toutes ces illuminations, tous ces décors. Alors elle s'est beaucoup développée maintenant. Elle rapporte beaucoup d'argent. Pardon ? Elle rapporte beaucoup d'argent. Alors, j'ai pas le chiffre d'affaires. C'est plusieurs millions d'euros, j'allais dire plusieurs dizaines de millions d'euros. Mais non, je crois que c'est entre 5 et 10 millions d'euros. Mais j'ai pas le chiffre précis. Il est pas mentionné, d'ailleurs, pas indiqué par l'entreprise. Mais elle s'est beaucoup développée. Elle a développé des sites de production, notamment au Mexique, en Roumanie. Elle a d'autres filiales au Canada, en Russie. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même dans la Sarthe, finalement, qu'elle a continué à cultiver le savoir-faire hérité du fondateur, qui est Michel Leblanc, et qui était le premier à créer en France des décors en bois sur lesquels qui ont été équipés en fait de douilles en porcelaine à l'époque. Alors ça remonte, hein, c'était en 1958, et ça s'est pas développé dans la Sarthe, ça s'est développé d'abord dans une petite commune de la Meuse qui s'appelle Nançois-sur-Ornain, et c'était en 1958. Et l'entreprise est finalement arrivée dans la Sarthe en 2006. À l'occasion d'un rachat. Très bien. Donc les Sartois qui illuminent le monde à la une de Ouest France aujourd'hui. Merci Philippe Mirkovic. On vous retrouve évidemment pour le débrief de l'invité politique de 8h. Tout à l'heure, c'est Yannick Jadot, le député européen, membre d'Europe Écologie Les Verts. On vous retrouve Samuel Ribaud pour ce débrief. Merci à vous. On passe à la météo des territoires, le temps qu'il fait en France aujourd'hui, dans les départements français d'Amérique, de l'océan Indien et du Pacifique. Ça vous intéresse, Samuel Ribaud? Oui, tiens. A tout de suite pour l'invité politique de 8h en direct sur ce plateau, Yannick Jadot. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France.